Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Nous sommes toujours dans la partie 1 sur énergie. Aujourd'hui, épisode 17, l'énergie de changement d'état. Alors pour se rendre compte de ce que c'est que l'énergie de changement d'état, imaginons une expérience simple. Prenons des cubes de glace dont on connaît la masse et mettons-les dans un calorimètre. Donc ça, je vous rappelle, c'est un calorimètre. C'est une enceinte calorifugée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie entre ce qui est à l'intérieur du calorimètre et ce qui est à l'extérieur. Donc on met ce glaçon dans le calorimètre. On mesure la température du glaçon avant, la température de l'eau avant, et on attend que le glaçon fonde. Et quand le glaçon a fini de fondre, on prend la température de l'ensemble. Si on fait un schéma énergétique de la situation, on voit que le glaçon ayant fondu, donc étant glaçon d'abord, puis eau de fonte à la fin, ayant fondu, a gagné de l'énergie. L'eau qu'il y avait dans le calorimètre a perdu de l'énergie. Et le calorimètre lui-même a également perdu de l'énergie. Ils ont tous les deux fait un transfert thermique vers le glaçon. C'est donc ça qui a permis à l'énergie du glaçon d'augmenter. On peut donc écrire la variation d'énergie du glaçon est égale au transfert thermique depuis l'eau liquide plus le transfert thermique depuis le calorimètre, soit Q1 plus Q2. Jusqu'ici, rien que le principe très simple de conservation de l'énergie. Mais regardons la variation d'énergie du glaçon d'un peu plus près. Et on va calculer non pas la variation d'énergie du glaçon, mais la variation d'énergie thermique du glaçon, puisqu'on a une relation qui nous permet de calculer l'énergie thermique. Donc on va écrire que l'énergie thermique du glaçon, c'est la variation d'énergie thermique de la glace, puisque si nous partons par exemple de moins 15 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius, le glaçon est sous forme solide, donc on va pouvoir écrire que delta d'énergie thermique, c'est C de l'eau solide, fois M du glaçon, fois delta T, qui ici est donc 0, moins 15 degrés Celsius, soit 15 degrés Celsius. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après 0 degrés Celsius ? Eh bien, le glaçon est sous forme liquide. Donc, on va pouvoir rajouter un deuxième terme, non pas sur l'eau glace, mais sur l'eau de fonte, c'est-à-dire le glaçon fondu. Et donc là, on va avoir la même chose. Donc, C, mais cette fois-ci liquide, de l'eau. Donc la masse, c'est toujours la même. Et la différence de température, ici, c'est non plus de 0, mais de 0 degrés Celsius jusqu'à, par exemple, la température finale de l'exercice qui est de 13 ou 15 degrés environ. Ça dépend de combien d'eau vous avez pris au départ. Bien, si on fait ce calcul avec toutes les données, on remarque quelque chose d'assez étonnant. On remarque que l'énergie thermique qui a gagné les glaçons est inférieure à l'énergie que le glaçon a reçue. Tout se passait comme si l'énergie que le glaçon avait reçue par transfert thermique servait à augmenter la température, mais aussi à faire quelque chose d'autre, qui ne dépend pas de la température, qui est donc une partie de l'énergie qui est quelque part cachée. Cette énergie, en fait, c'est ça qu'on va appeler l'énergie de changement d'état, donc ici de fusion, donc la variation d'énergie de fusion. Donc en fait, une partie de l'énergie fournie par l'eau et le calorimètre a servi à augmenter la température, donc à augmenter l'énergie thermique, et une partie a servi à la fusion. Donc c'est ça l'énergie de changement d'état, c'est cette partie d'énergie qui sert à faire un changement d'état, ici une fusion. On peut donc définir la variation d'énergie de fusion, qui est donc l'énergie nécessaire pour faire fondre la glace à température constante, donc à 0 degré Celsius, puisqu'on se rappelle que la glace fond à 0 degré Celsius. On peut définir également l'énergie de vaporisation, l'énergie de liquéfaction, toutes les énergies qui sont liées à un changement d'état. Elles sont toutes définies de la même façon, c'est l'énergie nécessaire pour faire le changement d'état à la température où le changement d'état a lieu. Qu'est-ce qui se passe au point de vue microscopique ? On va zoomer sur la glace et on voit que la glace est faite de molécules d'eau qui sont liées entre elles par des liaisons intermoléculaires. Donc ce ne sont pas des liaisons covalentes, vous voyez bien que les liaisons covalentes elles sont ici en dur. Ici, ce sont des pointillés, ce sont des liaisons intermoléculaires. Eh bien, l'énergie de fusion, c'est l'énergie nécessaire pour casser ces liaisons moléculaires, puisque ces liaisons intermoléculaires n'existent pas dans l'eau liquide. Donc, il y en avait dans la glace, il n'y en a plus dans l'eau liquide ou moins dans l'eau liquide. Donc, l'énergie qu'il a fallu pour casser ces liaisons, c'est ça, l'énergie de fusion. Donc, si on définit l'énergie de changement d'état, donc une énergie potentielle d'interaction microscopique, puisqu'elle est liée à l'interaction entre les molécules. Donc c'est l'énergie associée aux interactions intermoléculaires, c'est-à-dire aux interactions qui ont lieu entre
les molécules. Comment la calculer? Eh bien, au niveau microscopique, ce serait assez simple, puisque vous vous rappelez la variation d'énergie de fusion. Fusion, c'est de solide vers liquide, donc c'est l'énergie de l'état final. Donc, il suffit de mesurer, ou plutôt de calculer l'énergie de chacune de ces liaisons intermoléculaires, moins l'énergie des liaisons intermoléculaires, qu'on voit ici, il y en a plus, à l'état solide. Donc, il suffit de mesurer l'énergie de ces liaisons, de multiplier par le nombre de liaisons et de retirer l'une à l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait en première S, où ça peut se faire en activité. On va s'intéresser uniquement au point de vue macroscopique. Au niveau macroscopique, on va définir l'énergie molaire de fusion. C'est l'énergie qu'il faut pour faire fondre une mole du corps en question. Donc ça s'exprime en joules, souvent en kilojoules, par mole. Et on va écrire donc l'énergie de fusion, la variation d'énergie due à la fusion, c'est le nombre de moles fois l'énergie molaire de fusion. Donc si on continue sur les énergies, donc on retrouve bien ça en joules et le nombre de moles en moles. On peut aussi définir l'énergie massique de fusion. Alors vous voyez, il faut faire attention à ce que nous donne l'énoncé, plutôt que de regarder le M qui est le même dans molaire et dans massique. Il est plus simple de regarder les unités, puisque ça c'est toujours en joules dans les deux cas, mais là c'est en mol. Et donc là ça va être en kilogrammes. Et donc là l'énergie de fusion massique, elle est en joules par kilogramme, alors que l'énergie molaire de fusion est en joules par mol. Donc vous regardez l'unité et vous saurez s'il s'agit d'énergie molaire ou l'énergie massique de fusion. Donc l'énergie massique de fusion, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kilo du corps pour le faire fondre. À température constante, on se rappelle toujours. Dans les livres, on peut également trouver une autre notation qui est plus ancienne, qui est LM fusion, qui est la chaleur latente. Donc ça, c'est la chaleur latente. C'est la même définition que l'énergie molaire de fusion, c'est la même unité. En fait, la seule chose qui change, c'est le nom. Là, il s'agit de l'énergie molaire de fusion, là, la chaleur latente de fusion, mais ça correspond à la même chose. Le mot chaleur n'étant plus employé aujourd'hui, on emploie l'énergie molaire de fusion comme terme, ce qui a en plus l'avantage d'être particulièrement clair. Mais on le trouve certaines fois dans certains livres, c'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, on a fait le tour sur l'énergie de changement d'état. Tout ce qu'on peut dire sur la fusion marche sur tous les changements d'état. Donc on peut écrire fusion, on peut écrire vaporisation, évaporation, etc., etc. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.